Ludovic Malo, vous êtes sur France Liberté. Mon invité aujourd'hui est Simone Wappler. Vous avez écrit plusieurs ouvrages explosifs aux éditions XL. Pourquoi la France va faire faillite et ce que vous devez faire pour vous en sortir, paru en 2012. Comment l'État va faire main basse sur votre argent en 2013. Pouvez-vous faire confiance à votre banque, paru en 2014. La fabrique des pauvres, comment ne pas vous faire prendre dans l'engrenage, paru en 2015. Et enfin, La rage de l'impôt, paru en 2019 aux éditions Larousse. Bonjour Simone. Bonjour Ludovic et merci de m'accueillir. Je vous en prie, bienvenue à France Liberté. Avant de poursuivre, partagez maintenant cet épisode sur les réseaux sociaux et via les plateformes de messagerie, notre mission, nos valeurs et les thématiques abordées sur France Liberté, franceliberté.tv. Alors, on va aborder un certain nombre de thématiques. Aujourd'hui, l'idéologie ambiante, les impôts et les charges sociales et patronales, le système éducatif, la dette et les intérêts, la monnaie cartélisée, les réserves fractionnaires, la redistribution sans fin et le revenu universel. J'aurais une question à vous poser à ce sujet. Alors, Simone, pour commencer, vous parlez de la chape de plomb idéologique qui règne en France. Vous pouvez rafraîchir la mémoire des Français sur l'environnement conscient, c'est-à-dire ce qu'on voit et ce qu'on entend, et inconscient, ce qu'on a oublié, ce qui est ignoré par les médias. Alors, la chape de plomb idéologique, en fait, c'est subtil, mais à la fois pesant, et c'est de penser que l'État, le collectif, est supérieur à l'individuel. Partant de là que l'État veut votre bien, l'État doit vous protéger, et à partir du moment où on exprime quelque chose d'individuel, on est systématiquement stigmatisés comme étant non solidaires, etc., etc. En fait, il y a une espèce de dérive qui veut considérer que non plus l'être humain en tant qu'individu, mais en tant que pion ou en tant qu'espèce de bestiole indifférenciée d'une fourmilière ou d'une ruche. Voilà. On parle d'ailleurs souvent du mot solidarité, mais je veux dire, il n'y a pas de solidarité par coercition, n'est-ce pas? Alors, en fait, je distinguerais la solidarité, qui est la charité avec l'argent des autres, et la charité, qui est la solidarité avec son propre argent. Non, alors, c'est même pas tout à fait vrai, parce que dans le mot solidarité, il y a une réciproque. Or, on oublie de plus en plus l'aspect réciproque dans le mot solidarité. Mais disons que ceux qui se revendiquent beaucoup de solidarité la financent surtout avec l'argent des autres. Alors Alors, ça, voilà, ça ne rentre pas du tout. Ça, c'est typiquement le genre de propos qui ne passe pas dans les grands médias. Et c'est pourtant essentiel parce que vous apercevez que plus les pays pratiquent la redistribution forcée, moins il y a de dons aux œuvres caritatives. les Français pensent que le libéralisme est la cause de ce chaos. Pourtant, la pierre angulaire de la prospérité est une monnaie honnête et saine. Comment se fait-il que nous soyons dans un socialisme, un collectivisme monétaire? Alors, Parce que répétez la question parce que c'est subtil. oui, Euh, alors justement, les Français pensent que le libéralisme est la cause de est la cause de ce chaos actuel. Pourtant, la oui, pierre angulaire de la prospérité est une monnaie honnête et saine, qui soit adossée à un actif oui, alors réel. On il parle. y a deux aspects, Mm. effectivement. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect politique. Nous ne sommes pas en France dans le libéralisme. Enfin, on ne peut pas parler de libéralisme dans un État qui capte 57% du PIB. Et ça, c'était avant l'épisode crise sanitaire. Là, on est à bien plus de 57%. Donc, s'il y avait un curseur à mettre entre anarchie et communisme, le curseur il est plus près de communisme que d'anarchie. Ça, c'est pour le plan politique. Maintenant, sur le plan économique,
le libéralisme économique, il passe par la liberté des prix et par la concurrence. Or, aujourd'hui, il y a une entité qui est super-étatique, qui est la BCE, qui contrôle le prix de tous les prix, si j'ose dire, puisque c'est le prix du crédit, qui est totalement contrôlé. Donc, aussi bien sur le plan économique que même sur le plan idéologique, nous ne sommes pas dans le libéralisme. Alors justement, j'étais en interview récemment avec Pascal Salin, avec Guido Hülsmann, et on parlait justement du fait que la monnaie est cartellisée, donc il n'y a pas de concurrence monétaire. Donc il n'y a pas la possibilité d'avoir une monnaie bonne qui chasse les mauvaises. Donc nous sommes dans un cartel monétaire qui est une forme de socialisme monétaire. Qu'est-ce que vous Oui, en pensez? oui, bon, d'abord, je suis honorée d'être à côté de deux grands noms comme ça. Bon, ensuite, oui, alors là, c'est une évidence. Pour le moment, il n'y a pas de concurrence monétaire. Il y a des tentatives de concurrence monétaire. Alors, déjà, il y a la relique barbare, l'or, qui reste encore un espace possible de concurrence monétaire. Euh, Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il y a une tentative de concurrence monétaire avec les crypto-monnaies et le Bitcoin. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, dans les grandes devises contrôlées par les banques centrales, il n'y a plus vraiment de concurrence monétaire. Finalement, entre le dollar, l'euro, le yen, la livre sterling ou même le franc suisse, il n'y a que des monnaies qui sont contrôlées soit par des banques centrales, soit par des États, soit par des entités super-étatiques. Il n'y a que des taux d'intérêt qui sont fixés et qui ne sont plus fixés par le marché. Et surtout, c'est de la monnaie qui ne recouvre rien. Qui n'est C'est-à-dire pas que, couverte sur des actifs réels comme on avait avant sur l'or physique. Donc c'est de la monnaie qui est adossée à rien. C'est ça, hein? voilà, c'est de la monnaie qui est adossée à rien. Et alors, on le voit très bien parce que les gens, d'ailleurs, ne s'étonnent même plus des taux zéro, mais autrefois, le prix du crédit se faisait, la formation des taux d'intérêt se faisait par la rencontre de l'offre de crédit, de l'épargne, et de la demande de crédit, de gens qui avaient à investir. Bon, maintenant, aujourd'hui, les banques ne prêtent pas de l'épargne existante. Elles, elles ont un droit à faire surgir de la monnaie du néant. Alors, si vous achetez un bien immobilier, la banque ne vous prête pas l'épargne de ses déposants. Elle crédite l'acheteur d'une ligne qui correspond au montant de votre emprunt immobilier. Donc, voilà. Alors, on va revenir un petit peu au rôle de l'État. Vous prenez le minarchisme. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, le minarchisme, c'est le gouvernement minimal. C'est-à-dire J'avais que jamais entendu ce terme en fait. J'ai trouvé très, très intéressant. ah Minarchisme. bon, alors j'espère qu'il aura un avenir parce que bon, c'est facile à comprendre. Monarchie, il y a un Mhm. monarque. On entend un peu anarchie. Anarchie, il y a zéro gouvernement. Et minarchie, c'est il y a le gouvernement le plus petit possible. Et en fait, euh, qu'est-ce que l'intérêt public, l'intérêt général, etc. C'est pas un vaste fourre-tout où chacun met ses petits intérêts à lui et on secoue et ça fait l'intérêt public ou l'intérêt général. Et en fait, on s'aperçoit que ça a été codifié parce que le libéralisme, c'est une philosophie du droit. Je crois que c'est Pascal Salin qui dit ça. C'est d'abord et avant tout une philosophie du droit. Donc, il y a ce qu'on appelait, ce que la Convention des droits de l'homme a appelé les droits naturels, qui sont liberté, propriété, sûreté et résistance à l'oppression. Donc un minarchiste considère que l'État est utile dans la mesure où il protège les droits naturels de chacun. Donc l'intérêt général, ce n'est que l'intérêt de chacun, ce n'est pas la somme des intérêts particuliers. Et les intérêts de chacun, ce sont justement liberté, propriété, sûreté et résistance à l'oppression. Donc voilà ce que c'est qu'un minarchiste. Donc pour un minarchiste, il faut un État ultra maigre
qui assure police, justice, armée, diplomatie, et encore. Et le reste doit revenir, doit être géré de façon non étatique et Alors, en concurrence. on a vu ces dernières décennies, hein, depuis Charles de Gaulle, finalement, après la guerre, que l'État, ça a toujours progressé, devenu toujours de plus en plus gros, avec des impôts de plus en plus exorbitants, toutes sortes de taxes, directes, indirectes. Et finalement, qu'est-ce qui a pu... est-ce que c'est le gaullisme qui a créé cette forme étatique, finalement? Alors, quand on regarde les chiffres de l'OCDE, les différents chiffres officiels, on s'aperçoit quand même que l'État contrôle une part de plus en plus importante de l'économie. Alors, en France, c'est très important puisque c'est de l'ordre de 57%. Disons, la moyenne des pays développés, ce serait plutôt de l'ordre de 42-43%. Je parle de mémoire et toujours, encore une fois, avant crise sanitaire. Alors, l'État a tendance à grossir. Toujours. C'est pour ça que le minarchiste est quelqu'un qui doit être sans arrêt aux aguets. Plus vous lui laissez de la place, plus il va en prendre. Les politiciens vous vendent qu'avec eux, ce sera mieux, qu'ils ont des solutions géniales pour tout. Et il y a rarement de politiciens qui vous disent « Oh là là, vous allez m'élire, je vais faire moins de choses ». Ils vous disent tous, je vais en faire plus. La question se pose de savoir si c'est utile. Par exemple, en France aujourd'hui, on vous donne, l'État vous a donné des bons pour faire réparer ces vélos. Bon, on sait que les finances publiques sont un carnage. On est dans une des plus grandes récessions depuis la Seconde Guerre mondiale et l'État donne des bons de 50 € pour que les gens aillent réparer leur vélo. Et alors, c'est une tellement belle idée que dans le projet de loi de finances de 2021, il est prévu un bon de 100 € pour faire réparer ces appareils électroniques. Donc, on nage en plein délire parce que d'un côté, on a ça, et puis de l'autre côté, donc on a des professeurs qui se font décapiter, on a des zones de non-droit, on a un chômage endémique, etc. Donc, l'État grossit plus en France qu'ailleurs, mais je pense que les États ont toujours une tendance à grossir. Alors, parlons du cas français spécifiquement. Vous dites la réglementation est une machine à broyer l'initiative. C'est bien le mal français, n'est-ce pas? J'aimerais Oui. mentionner Vincent de Gournay, un intendant éclairé de l'État, qui dénonçait en son temps les corporations et les privilèges octroyés à certaines branches et groupes d'intérêt. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Alors là, on plonge dans une spécialité française qui explique l'écart, que la France soit au-dessus de la moyenne dans la taille de son État, que j'appelle le capitalisme de connivence ou le capitalisme de copinage. C'est-à-dire qu'il y a une collusion entre l'État qui adore les réglementations, les normes, les structurer tout, et une certaine partie des entrepreneurs, des grandes entreprises, qui ont vite trouvé un intérêt à ériger des barrières réglementaires pour se protéger de la concurrence, qu'elle soit externe ou interne. Et donc, on en revient à l'ancien corporatisme, etc. Et il est d'autant plus accusé en France qu'il y a de grandes entreprises nationales, il y a un historique de nationalisme, enfin de nationalisation, de grandes entreprises publiques, etc., etc. Mais il est évident que le capitalisme de connivence, dans la mesure où il empêche la concurrence loyale, fait des ravages. Alors, on voit que les Français sont d'un côté pris en étau, dans une sorte de cercle vicieux infernal. On parle d'enfer fiscal, pléthore d'impôts, réglementation, charges patronales exorbitantes, fuite des capitaux et des talents à l'étranger, ce qui empêche de créer massivement des emplois et de la valeur.
De l'autre, la destruction du pouvoir d'achat, notamment avec l'introduction de l'euro, un État devenu obèse et dépensier, les réserves fractionnaires qui violent les droits de propriété, au passage, les quantitative easing et la monnaie fiat du cartel bancaire qui détruit le pouvoir d'achat. Problème remédié à court terme par l'endettement de l'État pour redistribuer, subventionner tout et n'importe quoi et acheter une forme de paix momentanée, mais en prenant les Français en otage. Quelles sont, Simone, à votre avis, les solutions que vous préconisez, des solutions politiques pour mettre fin à cette absurdie, on va dire? Alors, Le vaste sujet est programme. large. Vaste programme. D'abord, je ne pense pas que les solutions puissent émaner de ceux qui nous ont conduits jusque-là. Alors ça, c'est une très très bonne réponse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les solutions peuvent venir des gens qui nous ont mis dans cette situation. Voilà, donc déjà, faisons table rase du spectre politique. La question que je me posais, en fait, en France, on s'aperçoit que les gens sont déçus par l'État. Ils disent qu'ils ne les protègent pas, mais ils en veulent encore plus. Et je me disais, est-ce qu'on n'a pas un syndrome de Stockholm? C'est-à-dire qu'on a été pris en otage par l'État, mais finalement, on fait ami-ami avec le preneur d'otage. Parce que chacun espère que finalement, il va s'en tirer, il va pouvoir tirer la couverture à soi. Je pense que fondamentalement, avant un changement politique, il faudrait que les Français soient prêts à cesser d'avoir peur. Parce qu'en fait, c'est extraordinaire. On a peur pour notre sécurité, on a peur pour de la concurrence, on a peur pour notre pouvoir d'achat, on a peur pour notre santé, on a peur de tout. Et l'État est là, il dit n'ayez pas peur. Alors n'ayez pas peur, je vais vous protéger, etc. Ce sont des mots que j'emprunte à nos anciens présidents, hein, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron. Toujours, toujours, n'ayez pas peur. Bon, enfin, n'ayez pas peur, non, je vais vous protéger. Ben, il faut se dire que non, la vie, on vit d'ailleurs une époque extrêmement favorable. On peut pas dire le libéralisme ceci, le capitalisme cela. Si on prend un peu de recul, on a vécu 3/4 de siècle sans guerre, on a une espérance de vie qui a augmenté de façon phénoménale. On est plus prospère qu'avant la Seconde Guerre mondiale, il n'y a plus de famine, la tuberculose est derrière nous, on n'a jamais vécu une époque finalement aussi faste, et pourtant les gens ont peur de tout. Donc je pense que déjà il faut cesser d'avoir peur, il faut accepter d'être responsable d'abord de sa vie. Autrefois, l'insertion sociale, l'ascension sociale, elle passait par le travail, elle n'a jamais passé par les allocations. Autrefois, les gens qui venaient en France, les parents s'inséraient par le travail et les enfants s'inséraient par le travail à l'école. Et l'ascenseur social fonctionnait, encore une fois. La redistribution, on voit que ça ne crée que de la misère. C'est le principe de la fabrique de pauvres. Donc, pour revenir en arrière, je pense qu'il faut une prise de conscience collective et se dire non mais ça va pas, moi en fait je suis capable de faire réparer mon vélo, par contre j'ai envie d'être en sécurité quand je rentre chez moi le soir, même quand je suis dans le 9-3. Voilà. Je ne sais pas si la chute est suffisamment... Alors, mais oui, je pense qu'il faut retrouver les valeurs de travail, de responsabilité. On est responsable de sa vie. La collectivité ne peut pas tout. Et voilà, mais je ne suis pas sûr que ce soit un langage qui soit extrêmement populaire de nos jours. Si on regarde, alors c'est quand même un point important parce que si on regarde l'arrivée de Thatcher au Royaume-Uni, c'est intéressant parce qu'en fait,
Thatcher est arrivée à un moment où plus rien ne marchait. Comme elle l'avait dit, le socialisme se retrouve toujours à court de l'argent des autres. Et les réformes, elle les a imposées parce qu'il n'y avait plus d'argent. Sinon, on aurait encore laissé traîner les choses. Bon, alors Thatcher n'avait pas prévu les taux zéro ou négatifs et que les États pourraient emprunter, pourraient être payés pour emprunter. Bon, mais non, soyons sérieux, il arrivera toujours un moment où on viendra à bout de l'argent des autres. Donc à ce moment-là, quand il n'y a plus d'argent, il faut faire avec ce qu'on a. Et quand ce qu'on a, c'est peu, on fait peu, mais bien. Alors, on peut parler de concurrence fiscale parce qu'effectivement, c'est aussi un problème en France. En Suisse, la concurrence fiscale entre entités politiques locales, les cantons, Oui, juste pour information à nos éditeurs, nous diffusons depuis Genève. oui. En Suisse, la concurrence fiscale entre entités politiques locales, donc les cantons, permet d'obliger l'administration à avoir des budgets équilibrés. D'autre part, le référendum obligatoire pour les hausses d'impôts empêche les gouvernements cantonaux de se financer par la dette. Et au niveau fédéral, il y a un frein à l'endettement qui est ancré dans la Constitution. Est-ce que vous confirmez que le problème fiscal est aussi potentiellement lié au système de gouvernance, l'absence d'un contre-pouvoir, et que le problème de la France est son régime politique centralisé, éloigné des citoyens, des réalités et du bon sens? Alors oui, tout à fait. Tiens, je lisais récemment une phrase une phrase du bon professeur, comment s'appelle-t-il, Raoult, qui disait que l'hypercentralisation aboutissait à l'hyperconnerie. Bon, je m'abrite derrière lui. Mais oui, alors c'est une évidence que les systèmes décentralisés fonctionnent mieux parce que les gens sont exposés aux conséquences directes de leurs décisions. La Suisse, en fait, le système politique suisse est en fait, s'inspire en fait beaucoup du principe de subsidiarité, c'est-à-dire que les gens prennent les décisions à l'échelon au plus petit niveau possible. Ce qui permet, ce qui a un gros avantage, de faire en sorte qu'ils voient les effets de leurs décisions sur le terrain. Et bon, en matière politique, la concurrence, c'est bon partout. Hein. La concurrence, c'est l'intelligence, disait Bastiat. C'est vrai que si on supprime la concurrence, il n'y a plus d'intelligence à l'œuvre. Et la concurrence, c'est bon aussi en politique. Donc, quand les gens voient que quelque chose marche, ils le reproduisent. Et puis, si ça ne marche pas, on le met à la poubelle. C'est beaucoup plus facile de voir si ça marche ou si ça ne marche pas avec un système décentralisé qu'avec un système centralisé, où celui qui prend les décisions est très très loin des conséquences de sa bêtise. Alors, on le voit en France, on l'a vu à l'occasion de la crise sanitaire. Enfin, au début, on confine dans la région parisienne comme on confinait en Corrèze ou en Creuse. C'est complètement absurde. Bon, et puis, sur le plan économique, on va prendre le SMIC. Il est pareil sur tout le territoire français. Mais si vous regardez dans le nord de la France, eh bien, le SMIC, vous avez moins de pouvoir d'achat avec le SMIC que si vous êtes en Corse, ne serait-ce que parce que il faut se chauffer et que le climat est plus rude. Et tout est comme ça. Donc, d'ailleurs, la Suisse n'a pas de SMIC et les gens, ils sont plus riches. Donc, la décentralisation, il faut le voir comme la concurrence politique. C'est Et ça. c'est comme ça qu'on aboutit aux bonnes solutions. Et du coup, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec François Garçon, qui est un Oui, des spécialistes du oui. modèle suisse. Il a écrit plusieurs bouquins. D'ailleurs, il est en train d'en préparer un autre pour le mois de janvier. Je crois que c'est le docteur suisse au chevet du malade français. Oui. Et il parlait du mot subsidiarité. Et en fait, ce qui paraît étonnant, c'est que ce mot n'existe pas dans le dictionnaire français.
Alors, oui, Subsidiarité, peut-être, oui. la Mais plupart des gens, c'est vous leur dites ça, ils compliqué. ne Oui. comprennent pas. Alors, les gens comprennent mieux démocratie directe. Mmh, Mais subsidiarité, c'est plus précis, parce que subsidiarité, il y a la notion de hiérarchie et de niveau de prise de décision. c'est Alors, ça. on pourrait aussi le démocratiser façon Taleb. Le dernier bouquin de Taleb s'appelle Jouer sa peau. Et en fait, le thème, il brode à la Taleb sur un grand thème qui est arrêter de vous laisser dicter vos actes, vos faits et gestes par des gens qui ne subissent pas les conséquences de ce qu'ils vous imposent. Et en fait, c'est ça. Le principe de subsidiarité, c'est ça. Euh, alors je sais qu'en Suisse, il y a des votations fréquentes, beaucoup, quelquefois à des petits niveaux qui font rire les Français. Je me souviens qu'une fois, il y a longtemps, il y a une quarantaine d'années, j'étais dans le canton de Neuchâtel et on votait pour savoir si le funiculaire de Neuchâtel, les wagons devaient être rouges ou verts, ou je ne sais pas, peu importe. Bon, et évidemment, en tant que Français, ça fait rire. Ben non, c'est les gens qui voient leur funiculaire tous les matins sous les yeux qui ont le droit de choisir la couleur. C'est ça. Oui, il y a beaucoup d'initiatives, enfin beaucoup de référendums ici sur tout type de sujet, donc quelquefois ça peut prêter à rire, mais finalement, c'est aussi un moyen pour les citoyens de s'exprimer. Et le gros avantage, c'est qu'en Suisse, contrairement à la France, puisque ça a été interdit en 1975, les Français ne peuvent pas voter par correspondance, alors que le système fonctionne très bien en Suisse par correspondance. Comme ça évite aux gens de se déplacer le Oui, dimanche et des de se frais, mobiliser. oui, Donc, voilà. de prendre 20 minutes pour regarder le carnet des initiatives, pour pouvoir consulter le contenu de chaque initiative et se faire son point de vue, et ensuite mettre ça dans une enveloppe et le retourner facilement. J'ai eu un interview récemment par Jean-Christian Lamblay, qui est un Suisse, qui expliquait le fonctionnement de la démocratie directe et des élections. Donc voilà, juste pour préciser au passage. Alors, dans vos livres, Simone, vous parlez beaucoup de crise financière, de problèmes monétaires. Vous dites que nous sommes dans une fuite en avant monétaire pour éviter une faillite, mais qui est de toute façon inévitable. Quel est l'état de la situation? Qu'est-ce que vous anticipez au niveau monétaire? Est-ce que vous prévoyez un cataclysme, un tsunami sur les marchés boursiers? Comment vous anticipez la situation? Vous le disiez tout à l'heure, on est dans une situation aberrante de taux négatifs. Comment vous voyez ça? Alors, c'est compliqué parce que c'est psychologique. Les gens sentent qu'il y a quelque chose de pas normal. D'ailleurs, en France, les gens sont très dépensiers dans la mesure où c'est l'État, mais en fait, ils sont assez conservateurs et épargnants. Mais il y a un moment où les gens sont partagés. On a vu ça avec l'épisode des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, au tout début, ça a commencé comme une révolte fiscale. Et en fait, il s'est passé que, si on se souvient bien, on était à la fin de l'année et le déficit budgétaire se creusait. Alors le déficit budgétaire, c'est technique, c'est-à-dire que bon, l'État fait un budget, il y a des recettes et il y a des dépenses. Et puis, il y a les brillants fonctionnaires de l'agence France Trésor qui lèvent de la dette pour couvrir l'écart entre recettes prévues et dépenses prévues. Et donc, ils planifient bien leur levée de dette. Ce sont des fonctionnaires très consciencieux, très brillants. Ils font très bien leur boulot. Mais il se trouvait que cette année-là, les recettes n'étaient pas au rendez-vous et les dépenses explosaient. Donc, il y avait du déficit surprise. Et il aurait fallu lever de la dette à un mauvais moment sur les marchés. Et là-dessus, eh bien, nos autorités se sont dit comment avoir de l'argent rapidement. Bon, l'impôt sur le revenu, c'est mort, l'impôt sur les sociétés, c'est mort, augmenter la TVA, c'est pas facile à faire rapidement, et hop, miracle, ils pouvaient augmenter rapidement la taxe sur les carburants. Ce qui a été fait violemment, sans préavis, et alors, en plus, quelques radars, en plus, baisser la vitesse à 80 km/h sur les routes, ça a mis les gens sur les ronds-points. Et les revendications, c'était marre de payer, laissez-nous bosser.
au bout de 15 jours. Tout ça, ça a été repris euh, probablement par des gens qui savent bien récupérer ce genre de mouvement, et l'aspect révolte fiscale a été oublié. Mais en fait, il y a une révolte de la France profonde de gens qui travaillent et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et bon, moi, il se trouve que je l'ai vécu en. Alors, on dit province ou territoire, enfin, que des mots que je n'aime pas, mais donc je l'ai vécu en dehors des grandes agglomérations, etc. Et franchement, c'était des gens, c'était l'entrepreneur du coin, le retraité. Mais bon, chez les ruraux, c'était vu comme, en fait, on en a marre, laissez-nous bosser, laissez-nous travailler, fichez-nous la paix. Alors, je précise aussi que quand vous allez à la campagne, tous les aspects écolos, etc., ça, les gens s'en fichent. Hein. Il y avait des fantasmes de bobos sur le vélo, c'est bien, on oublie. Hein. Vous faites facilement 50 km/h par jour, vous avez un vieux véhicule à diesel, et voilà, et vous ne voyez pas en quoi ça fait du mal aux petites fleurs ou aux abeilles. Mais donc, ça a commencé comme ça a été oublié. Il n'en demeure pas moins que ça laisse des traces. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent et qui s'aperçoivent qu'en travaillant, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et c'est une majorité silencieuse et qui est taxée, qui est très taxée, même si elle ne paie pas nécessairement l'impôt sur le revenu. Et puis, on voit qu'il y a, ça c'est un autre point, on voit qu'il y a des milliards qui se déversent comme ça, qu'on fait surgir du néant. Et les gens se disent, bon, mais alors tous ces milliards qui viennent de nulle part, c'est quand même bizarre. Et il y a un moment où les gens vont dire, mais attendez, puisqu'il y a des milliards et ça se crée et ça ne porte pas à conséquence, pourquoi est-ce que nous, on paye des impôts? Donc je pense qu'il va y avoir une méfiance populaire qui va grossir avec ça. Mais savoir quand tout bascule, savoir le point psychologique où tout bascule, c'est quand même très, très, très difficile. Hein. Heureusement que la psychologie n'est pas une science exacte. J'espère que vous en conviendrez avec moi. Oui, c'est Mais ça. alors, tout ce qu'on peut regarder, c'est des signes, par exemple. Alors en France, malheureusement, on n'a pas de fonds de pension. Enfin, de fonds de pension, très peu de fonds de pension par capitalisation. Mais quand vous regardez, moi, je m'intéresse à voir ce qu'achètent ces gens-là, parce que bon, ils sont pas fous, ils savent très bien qu'il y a une bulle financière, et en Allemagne, dans les pays anglo-saxons, en Hollande, ils savent qu'à un moment, ils auront des retraités à servir. Donc, dans quoi est-ce qu'ils investissent? Pour le moment, ils n'ont pas tellement d'or. Or, quand ça va mal, ils commencent à acheter de l'or. Et ils l'avaient fait d'ailleurs avant 2008. Donc, on peut dire que le capital confiance n'est pas encore très entamé, mais enfin, il pourrait. Alors après, il va y avoir les budgets après Covid, les besoins de financement après Covid, voilà. Et là, la situation pourrait se dégrader. Mais encore une fois, très difficile à prédire. Tant que les gens versent leur argent dans la banque, en banque, tant que les gens croient que l'argent gratuit existe, tout va bien. Alors, on arrive dans une situation un petit peu à haut risque, avec un endettement qui n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui, avec un chômage de masse, la Oui, crise du mais Covid. ça fait 10 ans qu'on dit ça. Oui. C'est ce que vous répondent les gens. Mais là, on a l'impression que la situation est en train de s'accélérer puisqu'il y a eu la crise Covid, etc. En 3 mois, ça a coûté 40 milliards d'euros. La dette, maintenant, c'est 116% du PIB. Donc, on arrive à un moment critique. Je pense que on va pas C'est pouvoir continuer. 120% d'ailleurs, je crois. Oui, mais peut-être même plus, effectivement. Mais les Mais gens sont contents, ils ont le chômage partiel, c'est l'État qui paie. ouais, mais je pense que ce système risque de ne pas rester en place très longtemps. Ceci dit, les Français sont friands des assurances-vie, des fonds placés au casino de la bourse, clairement, et qui ne rapportent pour ainsi dire rien, vu l'inflation. Pourtant, les marchés financiers vont s'effondrer car on ne peut pas créer artificiellement de la dette éternellement. Est-ce que vous recommandez aux Français de retirer leur assurance-vie dès maintenant,
avant qu'il ne soit trop tard et qu'ils perdent tout leur patrimoine? Alors, bon, ça fait des années hein, que je pense que alors, l'assurance vie en France, il y a deux compartiments. Il y a l'assurance vie dite en euros, réputée sans risque, etc., celle qui rapporte rien et qui est de la dette française. Donc, ça, c'est clairement pas une bonne idée. Euh, Surtout si la France fait défaut de paiement, n'est-ce pas? Voilà, exactement. De toutes les façons, donc il y a une loi qui est la loi Sapin qui prévoit tout ce qui va se passer du point de vue des assureurs pour qu'ils n'aient pas à rembourser les gens si jamais il y a une crise sur la dette publique française. Donc, c'est clairement pas une bonne idée. Ceci dit, l'assurance vie bénéficie d'une couverture fiscale favorable, d'une enveloppe fiscale favorable. Donc, la solution est de la placer non pas sur ces contrats dits en euros, mais sur ces contrats dits en unités de compte. C'est-à-dire que sur des contrats en unités de compte, on prend des parts d'un fonds en action géré par l'assureur. Donc, on se rapproche du système de retraite par capitalisation qu'ont les autres pays. Encore faut-il évidemment que le fonds soit bien géré par l'assureur. Bon, et puis, bon, c'est un risque puisqu'on sait que les actifs financiers en fait sont soufflés par la création monétaire. Mais entre tout perdre ou perdre une partie, d'ailleurs on ne perd pas une partie, mais connaître une moins-value potentielle qui peut être rattrapée, il faut choisir, quoi. Il n'y a pas de bonne solution en fait. Mais il y en a une moins mauvaise. Est-ce que vous pensez que, comme beaucoup de gens, que les dépôts des Français sur leur compte bancaire sont menacés de Non, pas confiscation? vraiment. Alors, je vais vous étonner, mais plus vraiment, pour la bonne raison que les banques, elles ont été nationalisées par la BCE, plus ou moins, aujourd'hui. Les banques, elles font ce que la Banque centrale européenne leur dit de faire. Les dépôts, encore une fois, tout le monde s'en fiche. C'est rien à côté des masses monstrueuses de crédits qu'on a créées. Donc, non. Et puis, en fait, tout est fait pour éviter la panique bancaire, le bank run, et puis faire en sorte que les gens soient automatiquement canalisés dans les banques. Aujourd'hui, tout ce qui est règlement en espèces, etc., se raréfie. Alors, Mais, alors, un écrêtage des dépôts, comme ça s'est passé à Chypre, etc. Oui, bien sûr. Alors, sur le thème, les riches paieront, alors les dépôts au-delà d'un certain montant, oui, on peut le concevoir s'il y avait une crise sur la dette française. Mais de toutes les façons, que faire, en fait, à part fractionner ces dépôts, éviter d'avoir un gros dépôt au mauvais moment, voilà. alors justement, il y a une autre piste. Détenir de l'or physique est aujourd'hui la meilleure façon de préserver son capital d'un tsunami boursier et financier. Est-ce que vous conseillez d'en acquérir et éventuellement de diversifier avec de l'immobilier sur des actifs spécifiques et non surévalués? Alors l'or, oui, l'or, moi je le considère comme l'assurance, hein, comme une assurance. C'est une police d'assurance. Alors bon, bah là, Je vais vous donner un exemple. Admettons que mon arrière-arrière-grand-père avait mis dans le jardin, dans une caisse en fer, des billets de banque il y a peut-être un siècle, euh, et qu'aujourd'hui je retournais dans le, dans le jardin pour déterrer cette caisse, les billets de banque vaudraient rien. On est d'accord? oui, oui, S'il ils avait ont mis été des... démonétisés. Voilà. Donc s'il avait mis des pièces d'or donc à la même Quelque période, chose. je ne sais pas, une vingtaine d'onces, eh bien, le capital aujourd'hui serait à un peu plus de 50 000 – 60 000 euros. Donc, Oui. on peut en tirer quoi comme conclusion? Ben, on peut en tirer comme conclusion que ce qui est immatériel a du mal à traverser quelques générations. On peut en tirer comme conclusion, alors je reviens aussi à Taleb, son idée d'antifragilité.
Alors, parce qu'il parle de ce qui est fragile et de ce qui est antifragile. Antifragile, ce n'est pas robuste. L'antifragile, c'est ce qui arrive à s'adapter pour survivre en traversant les siècles, etc. Donc l'or est un actif antifragile, parce que ça fait quand même depuis moins 500 avant Jésus-Christ à de nos jours, ça reste, parce que même les banques centrales en ont. Donc c'est l'actif antifragile par excellence. Mais au-delà de ça, on peut même dire que c'est la vraie monnaie. C'est antifragile, c'est la vraie monnaie. L'or est la vraie monnaie en tant que Alors, telle. c'est la monnaie, je dirais, la monnaie du peuple, la vraie monnaie du peuple, ou l'argent, Mm. d'ailleurs, ça dépendait, parce que c'est une monnaie démocratique. Mm. D'abord, c'est de la monnaie qui n'est la dette de personne, c'est de la monnaie qui n'a besoin de personne pour exister, c'est là où c'est pas là, Qui est et transformable, qui a plusieurs c'est transformable, utilisations, que etc. n'importe qui peut obtenir. Mm. Donc, c'est une monnaie Alors en matérielle, France, immatérielle mm. et relativement démocratique. Mais alors en France, vous Alors disiez? justement, il y a une loi en France qui oblige les gens normalement à déclarer s'ils sont en Oui, bien possession de sûr. métaux non ferreux. Donc la chose est déjà relativement bien encadrée. Mais effectivement, donc c'est une piste qu'il y a aujourd'hui pour préserver son capital. Alors, passons à Alors Christine oui, je vous interromps parce que il y a le législateur en France, il aime bien tout prévoir, etc. Mais il se trouve qu'il y a des gens qui ne sont pas en France et qui sortent des pièces qui ont cours légal. C'est-à-dire ce sont des pièces en or qui sont considérées comme des devises. Tout Donc à à fait. partir du moment où vous acquérez cette pièce, vous acquérez des devises. Tout à fait. C'est le cas de sociétés qui sont basées en Suisse, par exemple, qui vendent des onces d'or, et c'est de l'or Non, parce que bancaire. C'est non, de... non, 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 non. Là, je parle de pièces d'or qui ont cours légal au sens monétaire, qui sont libellées. Alors, il y en a au Mexique, il y a du dollar canadien, il y en a en Afrique du Sud, il y a même du dollar américain. Ces pièces ont cours légal. D'accord. Donc, vous achetez les devises. Ok. Il se trouve que vous préférez la forme en or, mais voilà. Je dis ça, j'ai rien dit. J'aimerais pas qu'il y ait des millions d'auditeurs et que Bercy écoute ce que je dis. Mais voilà, l'auditeur français fasse, comme disait un célèbre investisseur, qu'il fasse ses devoirs et qu'il planche sur la question. Voilà, des Voilà, monnaies à corps. je pense que c'est un très bon conseil. Parlons de Christine Lagarde, hein. Christine Lagarde était Alors, Christine Lagarde, rappelez-moi. Ah oui, la directrice. BCE. Oui, BCE, elle était au Fonds monétaire international avant. Oui, 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 non, Donc, mais non. Christine Lagarde et l'establishment financier et économique parlent du grand reset qui consiste en connectant les points à mettre l'économie mondiale à genoux grâce, entre guillemets, à la crise du Covid et à imposer une seule monnaie et une gouvernance mondiale. Parce que c'est Mm. vraiment ce qu'on entend maintenant de personnages très haut placés d'une forme de ce fameux nouvel ordre mondial dont on entend parler depuis des années. Et là, il y a déjà un projet d'imposer une monnaie globale, une crypto-monnaie. Il y a la Libra, d'ailleurs, qui est basée à Genève, ce projet de Oui, monnaie unique. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Alors, évidemment, on se fait très, très rapidement étiqueter comme complotiste, mais je crois que ceux qui parlent des gens comme complotistes, c'est justement parce qu'ils n'ont aucun argument et qu'ils n'ont pas, ils peuvent pas justifier ce type de remarques. Vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Parce que, je veux dire, on a tous des neurones. Au bout d'un moment, il faut s'en servir. Qu'est-ce que vous pensez de ça? alors, bah, je pense que c'est un peu ce qu'on évoquait en début d'entretien. On arrive à l'hypercentralisation, c'est-à-dire que toute autorité a envie de grossir et de devenir encore supérieure.
Donc, un gouvernement mondial, une monnaie mondiale, un impôt mondial, surtout pas de concurrence, et l'inverse de ce qu'on préconise. Alors, Madame Lagarde, elle est bien gentille. Je ne pense pas qu'elle ait de soucis pour boucler ses fins de mois. Moi non plus, je pense pas. Elle échappe à l'impôt, hein, en tant que fonctionnaire international, donc elle ne sait pas du tout ce que c'est. Elle n'est pas dans un secteur concurrentiel, donc en fait, elle ne connaît rien de la vraie vie. Ça paraît prétentieux de dire ça, mais je pense qu'elle connaît moins de la vraie vie que n'importe quel artisan. Donc, alors on peut rêver de gouvernement mondial, etc., et de solutions mondiales à tout. C'est rigoureusement l'inverse de tout ce dont on a parlé au début. Alors, je vais faire même on va en revenir à la subsidiarité et à la démocratie directe. Si vous êtes dans une petite commune, que le maire et le conseil municipal ont fait un rond-point mal fichu, vous savez où trouver le maire, vous savez où trouver les conseillers municipaux, et vous leur dites ben regarde, ton rond-point, c'est calamiteux, on n'y voit rien, ça va cartonner, qu'est-ce que c'est que ce foutoir, etc. Bon. En plus, Alors, c'est 150 000 € un rond-point, j'ai entendu. voilà. Et alors maintenant, vous allez me dire, alors là je parle au français, quel est votre député européen? Est-ce que vous pouvez lui écrire pour lui dire qu'il y a une connerie européenne, à l'échelon européen, qui a été faite et que vous vous insurgez contre ça? Non, d'ailleurs, la plupart des gens ignorent complètement leurs députés européens. Alors, imaginons que maintenant, on saute encore un rang et qu'on ait un député mondial. Hein, et il va falloir lui dire, oh là, mon député mondial, vous êtes en train de faire une bêtise mondiale, est-ce que ce serait possible de ne pas la faire? En fait, c'est complètement irréaliste. Alors, je pense que tous ces gens-là sont bien gentils. Ils oublient une chose, c'est que jamais, 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 dans l'histoire de l'humanité, on a vu une génération pour payer la dette des générations précédentes. En tous les cas, en disant j'accepte de payer. En général, ça se termine plutôt mal. La dette est effacée à l'occasion d'un conflit, mais jamais on a vu les générations suivantes, accepter de payer les dettes des générations précédentes. Et c'est normal, parce que la dette, c'est de l'argent qui a été craqué, flambé, et où on demande aux gens qui n'en ont pas profité de payer, parce qu'on ne va pas me dire qu'ils ont profité de l'argent. Ce n'est pas vrai, ils n'en ont pas profité, ils n'en profiteront pas. Alors pourquoi paieraient-ils? Donc ça peut mal se terminer, je vois mal des solutions à la Lagarde, voilà, se passer calmement et gentiment. Alors, allons plus précisément sur un autre personnage, Klaus Schwab. Ici à Genève, sur la colline de Colonie, il y a le World Economic Forum, donc le forum de Davos. Oui, oui. C'est là où on porte ses beaux cachemires pour Ouais, discuter de la misère tout à du fait. monde. Oui, En fait, à Genève, on est un peu au milieu du cyclone où il y a toutes ces organisations qui gravitent autour de la ville. Klaus Schwab a indiqué récemment la pandémie représente une fenêtre d'opportunité rare mais étroite pour repenser, réinventer et réinitialiser notre monde. Alors, je pense que c'est clair. Il y a c'est quand même. constructiviste, hein, ça. C'est quand même. Pardon ? C'est Dieu, ce type-là. Alors justement, je pense que c'est important parce qu'il arrive un moment, il faut quand même connecter les points. Une élite, une oligarchie semble clairement vouloir redéfinir le monde pour nous. Vous en pensez quoi, Simone ? C'est Poliment, c'est co- bullshit. c'est quand même inquiétant, n'est-ce pas ? Oui, oui, c'est inquiétant. Non, mais c'est clairement les mots d'un constructiviste fou, quoi. Enfin, bon, je ne connais pas cette Mais ils n'ont pas personne. honte, ils ont pas honte. Hein. Je ne connais pas cette personne. Oui. Mais bon, je pense que le monde n'a Il est comme jamais. moi, il est chauve, il n'a pas de cheveux.
pouvez le voir, hein, Klaus Mais Schwab, pas de généralisation hâtive, pas de généralisation hâtive. Mais non, enfin, c'est complètement dingue. Quand on regarde toutes les grandes inventions de l'humanité, tous les grands progrès de l'humanité, elles ne, elles ne sont pas dues à un grand architecte ou à un groupe de grands architectes. C'est ce que Hayek appelait la beauté de l'ordre spontané qui émerge. C'est tout s'est fait par un processus de comment dirais-je, de raffinement de la connaissance, des expériences multiples des gens. L'émergence de l'ordre spontané, c'est ce qui fait qu'on on est passé à la charrue, à l'agriculture, qu'on a trouvé que ça c'était bien, on l'a gardé, l'autre on l'a jeté. Bon, mais il n'y a jamais eu de grand architecte, enfin c'est fou et délirant. Mais que de tels gens puissent tenir des propos sans qu'on les accuse de, enfin sans qu'on mette en doute leur santé d'esprit me paraît étrange. Mais bon. Alors, on arrive doucement à la fin de cette interview. J'ai encore deux, trois questions à vous poser. Euh, J'aimerais parler de revenu universel parce que c'est une thématique qui revient sur la table. Ça fait déjà un moment que cette notion est Et propagée, d'agiter. Oui. agitée, notamment par les médias dominants. Et quand les médias dominants agitent quelque chose, ça allume les lanternes rouges. Euh, le revenu universel est étonnamment prôné par le monde de la finance et les banquiers. Est-ce que selon vous, ce revenu est fait pour rendre les gens totalement dépendants et à la merci de l'État, qu'il est fait pour retirer leur autonomie financière et mieux les contrôler, notamment dans le contexte d'une crise sanitaire sans fin, avec le spectre d'une vaccination obligatoire, particulièrement ceux qui touchent des aides étatiques? Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est quand même inquiétant, hein? Non? Oui, c'est compliqué d'ailleurs déjà comme vision. Alors, le revenu universel, en fait, c'était une idée d'un grand libéral, Hayek, qui... Alors, en fait, Hayek avait prévu la dérive des prestations sociales. Et en fait, il avait dit, pour couper court à ça, il faut donner aux gens un revenu universel et les gens choisiront. S'ils veulent fumer des pétards avec, ils fumeront des pétards. S'ils veulent s'acheter une assurance santé, ils s'achèteront une assurance santé. S'ils veulent le consacrer à l'éducation, ils le consacreront à l'éducation. Mais il y a ce revenu universel et après, on n'accepte plus aucune revendication. Et les gens sont responsables de faire ce qu'ils veulent avec. Donc ça, c'est la vision libérale du revenu universel. Et puis là, on assiste à une version collectiviste fantasmée du revenu universel où eh bien, les gens obtiennent quelque chose en échange de rien. Alors, quelque chose en échange de rien, c'est immoral, hein, parce que soit on le vole, c'est immoral, soit c'est du domaine de la charité, mais c'est autre chose. Mais si on arrive à obtenir quelque chose en échange de rien, on est quand même dans un contrat bizarre. Et alors, ce revenu universel, il vient d'où? Parce qu'on vous dit, ah bah oui, mais même Bernard Arnault, il recevra le revenu universel. Bon, oui, mais il y a un moment où si tout le monde reçoit le revenu universel et se dit, mais après tout, j'arrête de faire quelque chose, bah, qui paye le revenu universel? Ça, c'est mal expliqué. Parce que où ce revenu universel, il est décent, donc il permet de vivre. Et donc à ce moment-là, bah, de moins en moins de gens vont... je veux dire, si vous pouvez avoir quelque chose en échange de rien, c'est mieux que si vous êtes obligé de donner quelque chose en échange de quelque chose. Donc les gens vont s'arrêter de travailler. Non, je veux dire, tous ces transferts en fait montrent aujourd'hui leurs limites. Hein, toutes ces gigantesques pompes, redistribution, taxation, arrivent à bout de souffle et on dit, bah non, on va pomper encore plus. Ça me paraît très étrange. Bon, ceci dit, peut-être qu'avec le RMI en Corse, on vit très bien, hein, je n'en sais rien. Est-ce que vous avez des commentaires à faire sur la situation sanitaire,
euh, les mesures gouvernementales totalement incohérentes, la guerre ouverte avec le professeur Raoult. Ça vous inquiète pas, toute cette situation? C'est l'imposition d'un masque qui finalement n'a aucune base scientifique ni médicale. Est-ce que, à votre avis, les libertés sont sérieusement menacées en France? Alors, oui, quand même, oui, mais pas simplement les libertés de circuler, de rassemblement, etc. Le bon côté de la chose, c'est que ça montre l'ineptie du monstre obèse qu'est l'État français. Parce qu'il n'a pas été capable de gérer des masques dont il avait un stock. Il a voulu contrôler les productions du gel. Ça a été un fiasco. Le test, ça a été un fiasco. Les histoires de bithérapie du professeur Raoult, il les a contestées. La chloroquine, pardon, qui est un médicament qui est très répandu, enfin, aurait eu tout d'un coup des effets nocifs extraordinaires, des effets secondaires mortels. Enfin, on nage dans Dans le grand l'absurdité. n'importe quoi. Ouais, dans Donc, l'absurdité. je pense que ça va peut-être éveiller les consciences sur le fait que l'État ne nous protège pas. L'État, il nous raquette, hein, c'est-à-dire qu'il nous fait peur, il nous prend de l'argent par la peur. Il nous raquette dans le sens où il veut nous protéger de risques qu'il a lui-même créés, mais quand il se passe quelque chose, il ne nous protège pas vraiment. Et alors, le summum du grotesque est dépassé quand ce même État, qui est incapable de gérer des masques, des gels, des tests, etc., dit qu'il va gérer le climat. Et qu'on a la Convention citoyenne pour le climat qui accouche de 149 propositions, alors toutes dans la coercition, la taxation, etc. Donc là, je pense que ça remet un peu les pendules à l'heure. Enfin, quelqu'un de normal va se dire, finalement, tout ça c'est pour notre bien. Non, mais pas vraiment, quoi. En plus, le plus monstrueux de l'affaire en France, c'est que l'État, alors on était en guerre, extraordinaire d'ailleurs, parce qu'on est en guerre en restant chacun chez soi sans ses armes, mais en plus, les combattants du public, c'est-à-dire de l'hôpital public, eux, ils étaient envoyés au front sans armes défensives. Enfin, Et ça fait penser à ça fait penser à la guerre du terrorisme, une guerre sans fin d'un ennemi qui se cache. Bon, oui, c'est quand même étrange la similitude, n'est-ce pas? oui, bah oui, mais ça c'est toujours pas. Mais ça c'est quelqu'un qui vous raquette, il vous fait peur. Hmm. Alors soit il met le feu et puis il vient vous voir en disant pour plus avoir le feu il faut payer. Soit il dit ah ben il peut y avoir le feu et si tu veux pas qu'il y ait le feu, il faut me donner de l'argent. Mais c'est ce que j'appelle le racket. Alors, on arrive à la fin de cet entretien. J'ai juste une dernière question à vous poser, Simone Wappler. C'est un plaisir de vous avoir en interview. Quels conseils pratiques et applicables immédiatement donnez-vous aux Français pour éviter de tomber dans la précarité? Parce que je l'ai mentionné tout à l'heure, vous avez créé un certain nombre d'ouvrages très intéressants avec des informations pratiques. Donc aujourd'hui, quels conseils donnez-vous aux Français pour éviter de tomber dans la précarité? Là, on parle des gilets jaunes, on parle des retraités qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Qu'est-ce que vous conseillez à tous ces Français-là? Alors, bon, on a vu qu'il y avait un risque monétaire, donc effectivement, un petit peu d'or, un petit peu, voilà. Pas beaucoup, comme on peut, enfin pas tous ses œufs dans le même panier. Donc j'ai glissé qu'il y avait quand même des pièces qui sont des pièces ayant cours légal dans les pays étrangers. Ce n'est pas une mauvaise idée d'en acquérir, c'est des devises, voilà, des petites quantités fractionnées. Ensuite, je pense que dans sa vie de tous les jours, il faut réfléchir en étant le moins dépendant possible de l'État. C'est-à-dire que une entreprise qui dépend de secteurs subventionnés ou de marchés publics, etc., ce n'est pas une bonne idée. Une entreprise ou un métier ou peu importe. Il faut essayer d'être le plus autonome possible parce que si on est autonome, eh ben, la faillite publique
vous touchera moins. Je pense que les fonctionnaires seront en première ligne, les fonctionnaires, les retraités, etc. Il ne faut pas croire les belles paroles de retraite par répartition. Hein, la retraite par capitalisation, ce devrait être le mode de retraite normal. Il n'est pas géré par l'État. Exact. Donc, ne jamais plonger dans les pièges de subventions, même que ce soit pour le logement, pour les travaux, etc. Essayez toujours de ne rien demander à l'État et de faire en sorte de ne rien avoir à lui demander. Voilà. Alors, ça paraît peut-être difficile à mettre en pratique concrètement tous les jours, mais c'est plus un état d'esprit. Et puis, on est plus heureux parce que on n'a pas l'impression d'être sans arrêt fliqué, fais pas ci, fais pas ça, comme ci, comme ça. Voilà. Désolé, une petite interférence voilà, téléphonique, bizarre. Simone Wappler, c'était un plaisir de vous avoir en interview sur France Liberté. Partagez cet épisode sur les réseaux sociaux, sur vos logiciels de messagerie, sur franceliberté.tv. Je rappelle que vous avez écrit plusieurs ouvrages très intéressants. Pourquoi la France va faire faillite? Comment l'État va faire main basse sur votre argent? Pouvez-vous faire confiance à votre banque? La fabrique des pauvres, paru en 2015. La rage de l'impôt en 2019 aux éditions Larousse. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot aux Français qui nous écoutent? Ah, c'est difficile, là, les adieux. Bon, je pense effectivement qu'il faut, il faut retrouver il faut renouer avec l'amour de la vie sans peur, décomplexé. Il ne faut pas avoir peur de l'échec et d'être responsable que je veux dire, on apprend de ses erreurs. C'est normal. Les fonctionnaires, eux, ils n'apprennent pas de leurs erreurs parce qu'ils n'en supportent pas les conséquences. Mais nous, les êtres ordinaires, nous apprenons de nos erreurs. Donc c'est normal. Il n'y a pas de vie sans risque. Vive la liberté. Voilà. Bon, je pense que c'est le plus important. Donc, et puis, essayer de ne pas dépendre des autres et donc de l'État. Et ne jamais oublier que quand on a un impôt, une subvention, enfin, quand on a une subvention, une aide, un machin, c'est de l'argent qui a été pris à d'autres. Donc, il ne faut pas se transformer en mendiant. Voilà, il faut être libre, autonome, responsable. Merci beaucoup. Voilà, merci Ludovic, et ça a été un plaisir aussi. C'est un long format. Oui, plaisir partagé. Merci beaucoup, Simone Wappler.